commencions avec Montaigne et sa devise pour nous demander que sais-je. Devise qu'il a empruntée à Chiron. Les disciples de Chiron se donnent le nom de zététiques parce qu'ils cherchent toujours la vérité, de sceptiques parce qu'ils examinent toujours sans jamais trouver, défectiques parce qu'ils suspendent toujours leur jugement, d'aporétiques parce qu'ils sont toujours incertains, n'ayant pas trouvé la vérité. Nous savons maintenant que ces zététiques avaient trouvé une science pratique de la pensée qui les empêche justement de s'engager, de prendre parti en vérité, si j'ose dire, et de jouir du doute. Donc, que savons-nous? Nous savons ou pas que Montaigne orna les poutres de sa bibliothèque de maximes en latin ou en grec, d'auteurs anciens. Une seule est en français. Que sais-je? Les philosophes, les écrivains comme Montaigne ont montré la route du savoir à Lacan. Ce qui, curieusement, m'a fait associer au plancher de Janot. Janot est mort d'inanition après avoir gravé pendant des mois son savoir, son délire paranoïaque, sa tentative de guérison planchénienne. Ce schizophrène est mort d'une passion brutale pour son plancher. Depuis notre dernier colloque, nous savons qu'il y a 3 positions pour l'être. Être dans l'ignorance, être dans la haine, être dans l'amour. Ces passions viennent symboliser la dialectique de la cure, vous l'entendez depuis ce matin. La cure permet de choisir de sortir de ces voies passionnelles qui emprisonnent le psychanalysant. Les passions sont donc ce qui affecte l'être qui consulte, mais par extension, dans la vie, nous souffrons aussi de nos passions. Je vous rappelle que passion vient du latin, du verbe pati, souffrir, souffrance physique ou maladie dans un premier temps, d'où la passion du Christ, puis à partir du IIIe siècle, on l'emploie dans le sens d'un mouvement, d'une affection, d'un sentiment de l'âme. Nous avions vu que Lacan n'a pas choisi ses passions au hasard lors de notre dernier colloque, et que bien que son enseignement s'appuie régulièrement sur la philosophie, ici, il s'est appuyé sur les passions bouddhistes. Je vous renvoie au dernier numéro de la revue de psychanalyse sur la haine qui vient de paraître et que vous pouvez vous procurer en la commandant au fond de la salle. Revenons à Lacan qui évoque Montaigne en 1954 en écrivant « La psychanalyse est une dialectique et ce que Montaigne en son livre 3, chapitre 7, nomme un art de conférer. L'art de conférer de Socrate, dans le Ménon, c'est d'apprendre à l'esclave à donner son vrai sens à sa propre parole. » De ce fait, ce qui est drôle avec Lacan, mais aussi avec l'inconscient, c'est que ça se passe souvent à côté du point où l'on croit que cela se passe. Ainsi, par exemple, Lacan attire notre attention sur ce chapitre, mais de fait, c'est le livre 2, chapitre numéro 8, Apologie de Raymond Sebon, ou Sebon, qui est le plus intéressant pour cette histoire d'homme et de savoir. Comme nous savons que nous sommes là pour nous instruire, je vous conseille vivement la lecture des essais de Montaigne en français moderne qui vient de sortir de M. Lanly. De dialectique, nous pourrions même passer à dialecte, car la langue que parle notre inconscient forme notre dialecte personnel. Alain Ray, dans son dictionnaire historique de la langue française, écrit que, linguistiquement parlant, un dialecte est une forme d'une langue possédant un système lexical, syntaxique et phonétique propre, et qui est utilisé dans un environnement plus restreint que la langue. Ainsi, cette psychanalysante avec un lapsus qui dit « j'ai connerie » au lieu de « j'ai fait une connerie », qui indique par la structure de sa phrase que bien que grammaticalement incorrecte, son inconscient est au rendez-vous. À ce moment-là, les deux dialecticiens savent qu'ils sont en pleine vérité, que c'est le moment propice pour associer. Nous savons à quel point ce dialecte est difficile à parler, n'est-ce pas ? Donc finalement, pourrions-nous dire que l'inconscient est plutôt structuré comme un dialecte? C'est une question que je vous pose. Nous savons qu'ignorantia, dans un premier temps, fait référence à l'ignorance de la religion, comme l'a rappelé Julien ce matin. À la fin du XIVe siècle, l'état de quelqu'un, c'est dès la fin du XIVe siècle, l'état de quelqu'un qui n'est pas averti des réalités de la vie, en particulier de la vie sexuelle. C'est bien cet état qui nous intéresse aujourd'hui, et surtout cette ignorance de la chose sexuelle. Nous savons aussi, puisque nous y sommes, que le verbe connaître, qui signifie apprendre, prendre connaissance de, quand il est au parfait et au participe passé, réalise l'idée accomplie de savoir. Il signifie en particulier reconnaître et avoir un commerce charnel avec. La chair n'est jamais loin
quand il s'agit de connaître et de savoir. Nous savons que l'inconscient est à côté de la plaque, comme on dit. L'inconscient est dans la méprise, dans l'erreur, dans l'acte manqué, le lapsus, le rêve incompréhensible et rébusien. L'inconscient est trompeur et menteur jusqu'au symptôme qui signe la vérité comme un sourd signe la langue. Langue des signes et langue des sourds. Ignorants et sourds, nous ne sommes pas sortis d'affaire. Parlant un dialecte inconnu de surplus. Dans notre pratique, combien de fois par jour sommes-nous confrontés au fameux « je ne sais pas » ou « j'en sais rien », brandi telle une pancarte, dès l'approche de zones d'ombre, de résistance. Nous savons que le « je ne sais pas » est un indicateur pour le clinicien, une balise. Personnellement, je le vois souvent comme un drapeau blanc. Vous êtes sûr de ne pas savoir ? Faites un pas supplémentaire. Le malin peut même feindre ignorantia afin de détourner l'attention. Cette défense du discours, qu'elle soit consciente ou inconsciente, se pose souvent en début ou toute fin de chaîne associative pour ne pas avoir affaire à la vérité. La vérité faisant parfois, voire souvent horreur. Pour conclure, rappelons-nous avec Lacan que l'analyste n'a pas à guider le sujet sur un vicène, un savoir, mais sur les voies d'accès à ce savoir. Il doit l'engager dans une opération dialectique, non pas lui dire qu'il se trompe puisqu'il est forcément dans l'erreur, mais lui montrer qu'il parle mal, c'est-à-dire qu'il parle sans savoir, comme un ignorant, car ce sont les voies de son erreur qui comptent. Et enfin, faisons la vérité sur cette affaire et dévoilons-la comme le nez au milieu de la figure, à travers cette allégorie de la vérité de M. Lefébure, qui nous montre ce à quoi un certain nombre d'esprits résistent, la castration féminine, point de phallus féminin, la femme est châtrée, voilà une des vérités, et quoi qu'on en pense, c'est toujours difficile à encaisser pour certains et certaines. Maintenant, vous savez, vive le savoir, vive la liberté.